Merci, chère Marthe, merci à tous, bonjour à tous. Je voudrais remercier l'UMR DICE, Droit international comparé et européen, et ses directrices pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous et je suis très heureux de m'exprimer sur ce sujet. Alors voilà, pour être clair, hein, le thème de cette conférence renvoie en fait à une publication que j'ai coécrite avec Agnès Robol-Croisier, alors qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qu'on soit bien clair, 98% de ce que je vais dire aujourd'hui sera en co-responsabilité avec Agnès. Hein, voilà, alors, ce qui est bon, c'est Agnès et moi, ce qui est mauvais, ce sera que moi, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est le fruit d'une recherche commune avec Agnès Robol-Croisier. Et c'est ce dont je vais vous rendre compte, même si ici ou là, évidemment, j'actualiserai, parce que des choses se sont passées depuis cet article paru à la RFDA 2017, numéro 4. Et puis, évidemment, je suis à l'écoute de tout, je serai à l'écoute de tous vos conseils, de toutes vos suggestions pour enrichir cette recherche qui, tout de suite, n'est absolument pas aboutie. L'impression, chaque fois qu'on avait avec Agnès, c'est d'ouvrir une porte qui elle-même donnait sur 2-3 autres portes. Ça fait partie de ces sujets sans fin qui sont en construction, qui sont en maturation lente du côté des juges, et il est clair que l'état du droit n'est absolument pas figé. Alors d'emblée, je vais donner une petite précision sémantique sur la notion de concrétisation. Je dis petite parce que c'est impossible de régler aujourd'hui le débat. En tout cas, moi, ma position n'est pas suffisamment affermie. Alors, plutôt que de vous dire le contrôle concret, c'est ça, je vais partir de l'origine du brouillage conceptuel. Sous réserve de votre avis à tous, moi, il nous semble que ce brouillage conceptuel vient du fait que les catégories qu'on a jusqu'à présent utilisées pour parler du contrôle concret ont été pensées pour le contrôle de constitutionnalité des lois. En gros, toutes ces distinctions abstraites, concrets, objectifs, subjectifs, concentrés, déconcentrés, elles sont venues quand? En gros, dans les années 80, hein, c'est le travail d'ailleurs de l'école d'Aix, il faut être clair là-dessus, et à la suite d'autres, et puis d'autres l'ont repris, mais les écrits des collègues d'Aix-en-Provence là-dessus ont été pionniers. Mais c'était à l'époque où le Conseil constitutionnel ne faisait que du contrôle a priori, et forcément globalement abstrait, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, et où le contrôle de conventionnalité des lois a été balbutiant, on va dire, et n'était absolument pas concret. Bon. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'appareil doctrinal immédiatement opérationnel pour parler de manière générale du contrôle concret en incluant le contrôle de conventionnalité des lois. Il me semble qu'il y a là une partie de l'origine du problème. Alors, si on devait enfoncer une porte ouverte, on dirait que la notion de concrétisation renvoie à la prise en compte du fait dans l'office du juge. Bon, ça je pense que c'est à peu près évident, mais les catégories ne sont ni claires ni étanches. Et là-dessus, je le dis très clairement, notre travail avec Agnès n'a pas de plus-value sur les concepts même de contrôle concret, tout simplement parce que des choses très intéressantes ont été dites, et c'est pas parce qu'elles sont dans la salle que je le dis, mais les écrits de Laurence Gay, d'Ariane Vidal-Naquet, de Marthe Faterouge-Stefanini nous ont beaucoup servi. Hein, d'ailleurs, c'est pas juste de l'amabilité, hein, dans l'article elles sont citées. Et la distinction qui nous a paru extrêmement enrichissante, c'est celle que fait la doctrine américaine au début du XXe siècle, qui distinguait les faits du litige qui intéressaient seulement les parties au procès, les adjudicative facts, et les faits généraux ou sociaux à l'origine de l'adoption de la loi, les legislative facts. Alors évidemment, il faut un petit peu adapter cela aux spécificités du contentieux français, mais il y a quand même là une distinction qui est intéressante. Et alors, si on veut résumer les choses, on peut considérer que le contrôle se concrétise lorsque le fait et ou a une incidence sur la recevabilité du recours, donc en un mot, et ou lorsque le fait transforme l'objet du contrôle. Donc si on parle du contrôle de la loi, on dira que le contrôle est concret lorsque la loi a été mise en œuvre telle que confrontée aux faits, et ou, troisième option, lorsque le fait s'intègre à la motivation du juge, et enfin, lorsque le fait s'intègre aux conséquences de la décision du juge. Donc de manière chronologique, recevabilité, objet du contrôle, motivation, effet de la décision. Bon. Bien évidemment, le contrôle n'est jamais ni totalement abstrait, ni totalement concret. Là-dessus, les choses sont claires. Et évidemment aussi,
les contrôles de conventionnalité des lois et de constitutionnalité des lois connaissaient déjà des éléments de concrétisation. Là-dessus, on est d'accord. Mais l'hypothèse que nous avons défendue avec Agnès Reboul-Troisier, c'est de dire que ce niveau de concrétisation a augmenté de manière claire, nette, mais surtout assumée et concomitante. Et ça, s'il doit y avoir une petite nouveauté avec cette recherche, c'est celle-là. Voilà. C'est de dire, voilà, il y a un constat contentieux d'un rehaussement du niveau de concrétisation, mais attention, c'est pas un hasard. Et en plus, on a cru déceler que ce rehaussement du niveau de concrétisation a été concomitant entre le contrôle de conventionnalité des lois et de constitutionnalité des lois. Alors, dernière précision sémantique, on pourrait faire une demi-heure là-dessus, mais je vais juste faire 2 phrases. Dans la plupart des écrits des magistrats de la Cour de cassation et de certains collègues de droit privé, il y a une confusion entre contrôle concret et proportionnalité. Alors bon, c'est un peu compliqué de rentrer là-dedans, mais enfin en 2 mots, pour moi, ça ne peut pas être synonyme, c'est impossible, puisqu'on peut très bien avoir un contrôle de proportionnalité qui soit abstrait. De dire que le contrôle concret implique forcément de la proportionnalité, admettons, même si moi je pense que théoriquement on peut s'en passer, mais bon, admettons, mais par contre l'inverse, c'est pas possible. Hein. Donc de tenir comme synonyme, même dans le rapport de la Cour de cassation, de dire contrôle concret égale contrôle de proportionnalité, et même il y a même un 3e synonyme qui est rattaché à cela, égale contrôle de conventionnalité des lois, et en fait tous les termes sont synonymes. Bon, je vous avoue que je suis assez effaré par ce brouillage conceptuel qu'on peut facilement démêler. Enfin, je veux dire, c'est simple à voir que le contrôle de conventionnalité des lois a déjà été abstrait, puisqu'il l'a été pendant 25 ans. C'est simple de voir qu'il y a du contrôle de proportionnalité qui n'est pas concret. Bon. Donc là-dessus, il n'y a pas de confusion possible. Alors, pour présenter les choses, je vais fonctionner en 5 temps, 5 points. Premier point, je reviendrai sur un constat contentieux qui nous a semblé clair, à savoir que, comme je l'ai annoncé, les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité des lois ont rehaussé leur niveau de concrétisation. Bon. Donc là, il y a quand même une explication à donner sur ce constat contentieux. Le deuxième temps sera consacré à l'origine de ce mouvement contentieux. Pourquoi est-ce que les juges, à supposer évidemment que la première hypothèse se vérifie, enfin, selon nous, elle se vérifie, pourquoi est-ce que les juges ont rehaussé le niveau de concrétisation de leur office? Alors l'idée défendue, c'est que ce mouvement de concrétisation, il est interdépendant, les 2 contrôles ont fait cela de manière concomitante, et il est institutionnellement et stratégiquement lié. Alors là, évidemment, c'est une thèse qui, comme toutes les thèses d'ailleurs, se prête à discussion, mais celle-là, certainement encore plus que les autres. 3e point, sur la perception de ce mouvement de concrétisation. Et on verra qu'elle est très différente chez les privatistes et les publicistes, mais aussi entre le juge et la doctrine. Le 4e point sera consacré aux conséquences actuelles et à venir de ce mouvement, qui sont importantes, à la fois sur l'office du juge, la défense de l'intérêt des justiciables, et sur la relation entre les 2 contrôles. Et puis j'aimerais terminer avec une idée qui moi me tient à cœur, c'est la leçon globale qu'on peut tirer de ce mouvement de concrétisation pour la culture juridique contentieuse française. Et il nous semble, qu'on peut déceler ce qu'on a appelé le tournant contextuel. Je reviendrai sur cette idée. Premier point, la réalité du mouvement de concrétisation. Alors, je serai plutôt bref sur ce point, car à l'oral, ça serait un petit peu compliqué et fastidieux de revenir sur les arrêts, sur les précédents. Je pense que ça, là, c'est le rôle de l'écrit, et pour le coup, il y a un support. Donc, je ne vais pas analyser avec vous des jurisprudences en citant chaque mot, chaque considérant, ça n'a pas beaucoup de sens. Je serai encore plus bref sur le contrôle de conventionnalité des lois, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, ou devrait savoir, que le contrôle de conventionnalité des lois s'est concrétisé, c'est-à-dire que désormais, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2013, et pour le Conseil d'État depuis un arrêt Gomez-Gonzalez du 31 mai 2016, les juges de la conventionnalité ne se contentent plus seulement de dire que la loi est abstraitement conforme ou contraire au traité, ils peuvent aussi considérer que l'application particulière de la loi au fait de l'espèce est contraire à un traité. Bon, je pense qu'on peut se contenter de ce résumé-là. Par contre, évidemment, pour le contrôle de constitutionnalité des lois exercé par le Conseil constitutionnel, là c'est moins évident. Alors le fait a toujours été présent.
au moins en QPC, mais même on pourrait remonter au contrôle a priori. Mais pour rester sur la QPC, la notion de changement de circonstances, avec notamment un changement de circonstances de fait, la prise en compte du droit vivant, l'influence du litige sur le traitement de la QPC sont des exemples parmi d'autres de l'incidence du fait sur l'office du Conseil constitutionnel. Donc, loin de nous l'idée de dire avant il n'y avait aucune concrétisation et que maintenant il y en a beaucoup. Non. Mais il nous a semblé, mais là il y a une part d'intuition, d'analyse, voilà, et forcément de subjectivité aussi, je ne nie absolument pas. Il nous a semblé que ce mouvement s'est considérablement renforcé. Alors c'est difficile de dater cela, mais moi j'aurais tendance à dire dans les 2 dernières années. Moi la décision qui nous a mis sur cette piste-là, la première fois qu'on s'est posé cette question, c'est la décision sur les contrôles d'identité, la QPC du 24 janvier 2017. Vous pourrez la lire facilement. Dans cette décision, il y a en gros un problème pratique qui est survenu dans les faits. Bon, en gros, je ne vais pas passer les détails, mais l'application de la loi est un petit peu dévoyée par des pratiques administratives un petit peu borderline, pour faire court. Et le Conseil constitutionnel va émettre des réserves d'interprétation qui précisément remettent en cause ces pratiques administratives. Et toute l'argumentation de la QPC était fondée sur ces pratiques administratives issues de la mise en œuvre particulière de la loi. Et les réserves sont très précises, les réserves d'interprétation sont très précises, très concrètes, et correspondent exactement à la situation factuelle qui posait problème. Et derrière, on a essayé de remonter le fil et on a été attentif à ce mouvement, et on peut retrouver un petit peu la même logique dans la décision sur la prolongation des assignations à résidence du 16 mars 2017 et dans d'autres décisions. Donc les réserves d'interprétation, nous semble-t-il, se sont concrétisées. Pas toujours, mais de plus en plus. Par ailleurs, la modulation des décisions d'abrogation, nous semble-t-il, s'est également concrétisée. Et là, il y a un exemple qui est particulièrement révélateur, c'est la QPC En Marche. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais là, très franchement, on a l'impression de lire, j'exagère un peu, mais une décision de référé d'un juge administratif qui dirait, bon ben voilà, il y a un problème pratique, il y a telle situation factuelle, et je vous demande de faire ceci, de faire cela. J'exagère un petit peu, mais il y a quasiment une recommandation faite au CSA, pour aller vite. Donc non pas cette réserve, pardonnez-moi, c'est une décision d'abrogation. La modulation dans le temps de cette décision avec une norme transitoire, elle est particulièrement concrétisée. De même, autre signe de concrétisation, il y a des réserves transitoires, des normes transitoires, en cas d'abrogation différée, parce que vous savez, depuis 2014, quand il y a une abrogation différée, il arrive de plus en plus fréquemment que le Conseil constitutionnel émette une norme transitoire, destinée à combler le vide, pardonnez-moi, pas le vide, destinée à éviter que les droits et libertés soient violés en cas d'abrogation différée. Et bien ces normes transitoires également, si on les prend en détail, semblent de plus en plus concrètes. Et puis, on était en train de finaliser l'article avec Agnès, il y a une belle décision qui nous est venue à point nommé, donc on l'a vite intégrée, c'est la décision du 7 juillet, et oui, les universitaires en juillet bossent aussi, 7 juillet 2017, une QPC, et le Conseil constitutionnel crée un nouveau cas de changement de circonstances, à savoir lorsqu'il y a une difficulté dans la mise en œuvre d'une réserve d'interprétation. Et là, en fait, le Conseil constitutionnel a mis fin à un mythe selon lequel il est supposé avoir contrôlé la loi une fois pour toutes au regard de l'ensemble des normes de référence. Il dit en gros, voilà, il y a quelques mois, j'ai émis une réserve d'interprétation sur une loi, mais cette réserve d'interprétation ne visait qu'une situation A de mise en œuvre de la loi. Sauf qu'il y a un requérant qui arrive derrière quelques mois après qui dit oui, mais moi, je suis concerné par la situation B de mise en œuvre de la loi. Auparavant, la QPC aurait été rejetée au nom de la préservation de l'autorité de décision. Et là, il dit non, d'accord, j'accepte de reconnaître, de connaître à nouveau de la constitutionnalité de cette loi, parce qu'il y a un changement de circonstances issu de la difficulté de la mise en œuvre d'une réserve d'interprétation. Donc là encore, on voit le poids du fait dans la recevabilité du recours et dans le jugement de la loi, puisque le Conseil va émettre une réserve d'interprétation semblable à la première. Donc voilà pour la réalité du mouvement de concrétisation, absolument évidente pour le contrôle de constitutionnalité des lois, peut-être moins évident, mais avec des signes quand même assez tangibles du côté du contrôle de constitutionnalité des lois. Alors deuxième point, sur l'origine et les justifications de ce mouvement. Bon. Alors là, évidemment, il y a une part d'aléa que je ne nie pas, parce que quand on se pose la question du pourquoi le juge a fait cela, évidemment,
c'est compliqué parce qu'il ne claironne pas sur tous les toits les raisons profondes qui expliquent le mouvement jurisprudentiel qu'il a initié. Alors, quand on lit la doctrine majoritaire et surtout la doctrine dite officielle des magistrats qui écrivent pour défendre la position de la Cour de cassation et du Conseil d'État sur la concrétisation du contrôle de constitutionnalité des lois, il y a un argument qui revient tout le temps, c'est le risque de condamnation par la CEDH. Bon. Alors, moi je suis un petit peu dubitatif par rapport à cet argument. Je ne nie pas qu'il existe, mais je trouve qu'il est surévalué. Il est surévalué pour plusieurs raisons. Déjà parce que le contrôle de conventionnalité des lois ne s'exerce pas uniquement sur le fondement de la CEDH. Enfin, c'est à peu près évident. Je reviendrai sur cette idée, mais il y a déjà des arrêts qui se fondent sur autre chose que la CEDH. Même si elle est majoritaire statistiquement, on ne peut pas raisonner dans le cadre de l'office du juge comme s'il n'y avait que la CEDH qui était invocable. Enfin, il me semble que là, il y a une erreur de raisonnement. De plus, le risque de condamnation n'est pas écarté, notamment en cas de condamnation abstraite par la CEDH. Donc le contrôle concret là-dessus ne changera rien aux condamnations abstraites. Bon. Sans compter la marge nationale d'appréciation. Par exemple, dans l'affaire Gomez, les spécialistes du droit de la CEDH que j'ai consultés sur cette question me disent tous, mais là on est dans le cadre de la marge nationale d'appréciation. Donc le Conseil d'État peut dire oui, on autorise, non, on n'autorise pas. La CEDH, sous réserve de ce qu'elle jugera, dira en gros, faites ce que vous voulez. Bon, donc le risque de condamnation par la CEDH me semble un petit peu surévalué. Donc, il ne faut pas nier ce risque, c'est vrai, mais il me semble qu'il y a autre chose. Et puis, oui, dernier argument, pardonnez-moi, c'est de dire, mais alors, la France, elle se fait condamner pas depuis 2015, pas depuis 2013, elle se fait condamner depuis de nombreuses années. Pourquoi attendre 2013 pour la Cour de cassation et 2016 pour le Conseil d'État? Bon. Et quand on met les événements les uns à côté des autres, sans attribuer trop de valeur aux coïncidences, il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a définitivement convaincu, c'est de voir les prises de position des hauts magistrats de la Cour de cassation depuis 2013. Prise de position publique. À savoir, je résume, Bertrand Louvel, depuis qu'il est Premier président, s'est énormément exprimé sur le thème, je caricature pour aller vite, la Cour de cassation est en perte de vitesse, le tribunal des conflits a rendu des jurisprudences qui nous sont défavorables, la notion de liberté individuelle adoptée par le Conseil constitutionnel est restrictive et elle permet dès lors au Parlement d'adopter des lois qui accordent aux juges administratifs des compétences qui antérieurement relevaient de notre compétence. Et il faut absolument que nous reprenions la main. Si vous voulez vous convaincre, allez lire l'entretien de Bertrand Louvel au JCP, octobre 2015. Si on enlève l'auteur des propos, et on se dit, mais c'est un tract d'un politique, ou presque. Enfin, je veux dire, on a l'impression d'un programme de campagne, sabre au clair, la Cour de cassation est en péril, etc., etc. Donc, le ton est unique. Je vous renvoie également à toutes les polémiques entre la Cour de cassation et le gouvernement. Sous Macron, je ne crois pas qu'il y ait eu de polémique, mais sous Hollande, il y en a eu beaucoup. Sur l'inspection générale des services judiciaires, le bouquin « Un président ne devrait pas dire ça ». Enfin, allez lire, tout ça est publié sur le site de la Cour de cassation. Il y a eu il y a même eu des live tweets, des conférences de Bertrand Louvel, filmées, où il critique l'ouvrage de « Un président ne devrait pas dire ça », où le président Hollande aurait dit, enfin ça n'a pas été menti, que l'institution judiciaire était une institution de lâcheté. Et vous avez comme ça, en live tweet, en vidéo sur le site de la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation qui critique, mais avec des mots très durs, mais comme d'ailleurs les mots du président étaient durs, très durs à l'égard du pouvoir. Bon voilà, il faut replacer ça dans un contexte plus global. Sans compter que la Cour de cassation a réformé beaucoup de choses. Elle a intégré le fait dans sa motivation. Pas uniquement quand elle contrôle la conventionnalité des lois. Aujourd'hui, c'est faux de dire que la Cour de cassation n'est que juge du droit. Elle est également de plus en plus juge du fait. Elle a également changé sa motivation, la motivation de ses arrêts. Elle réclame une indépendance financière. Elle réclame une sélection des pourvois. Bon. Tout ça pour dire quoi? C'est de dire le contrôle concret de conventionnalité des lois n'est que l'une des manifestations d'un énorme plan de relance institutionnelle de la Cour de cassation. Voilà en une phrase l'idée qu'on défend dans cet article. Alors évidemment, c'est une logique institutionnelle, stratégique qu'on adopte là. On sort du droit pur, du droit dur. On est sur la sociologie institutionnelle.
mais alors là, pour ça, moi je suis archi convaincu, alors peut-être qu'Agnès l'est moins, mais alors donc je ne la mouille pas là-dedans. Pour moi, on ne peut pas faire du droit, on ne peut pas comprendre le droit sans intégrer une démarche de sociologie institutionnelle. Moi, c'est quelque chose, c'est un parti pris, un tournant intellectuel et académique que j'ai pris déjà il y a quelques années et que j'assume désormais totalement. Voilà, donc, et il nous semble que cette jurisprudence sur le contrôle concret illustre parfaitement l'influence de ces considérations stratégiques. Et vous allez dire, le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il a fait comme il a fait avec Niccolò, mais en 14 ans, ce qu'il a fait en 14 ans, il l'a fait en 3 ans. Il était isolé, il était le seul à ne pas le faire, donc forcément, il a suivi le mouvement. Mais on verra qu'il a suivi le mouvement avec beaucoup plus de prudence. Alors l'intérêt stratégique du contrôle concret de conventionnalité des lois, c'est évidemment que, comme l'inconventionnalité réside dans le cas d'espèce, eh bien en apparence, on ne paralyse la loi que dans un cas d'espèce. Mais l'immense force de ce contrôle, c'est que petit à petit, on peut paralyser totalement l'application d'une loi, et c'est également une arme que le juge judiciaire administratif peut utiliser, à savoir qu'il peut neutraliser dans un cas concret l'application d'une loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Et dans la question des rapports institutionnels entre Conseil constitutionnel et juge ordinaire, c'est une arme supplémentaire qu'a le juge ordinaire. Parce qu'abstraitement, il pouvait le faire déjà. Mais c'était compliqué de dire, tu as jugé abstraitement que la loi était conforme, je vais juger abstraitement qu'elle est contraire. À part quand la norme de référence conventionnelle était spécifique, c'était quand même compliqué à le faire. Mais là, dans un cas concret, on pourrait dire, non, mais je ne te dément pas, mais dans ce cas concret, pardon, mais là, je ne peux pas appliquer la loi parce qu'elle est contraire à un traité. Évidemment, c'est une arme importante. Alors du côté du Conseil constitutionnel, à supposer que le mouvement de concrétisation soit réel, ce que l'on croit, là encore, ce sont des considérations stratégiques. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel n'a pas voulu s'isoler de ce mouvement de concrétisation. Et si on veut un léger signe d'objectivité, je vous renvoie à l'un des derniers articles que Nicole Belloubet a écrit en tant que membre du Conseil constitutionnel, où clairement elle dit que le Conseil constitutionnel ne peut pas rester en retrait par rapport à ce mouvement. Sinon, il y a un risque que les justiciables se désintéressent de la QPC. Donc voilà sur ce deuxième point sur l'origine et la justification de ce mouvement. Troisième point, sur la perception du mouvement de concrétisation. Alors du côté du Conseil constitutionnel, je dirais rien du tout, parce que comme ce mouvement de concrétisation n'est pas beaucoup analysé, il n'y a pas de réaction importante à cela. Donc je parlerai ici essentiellement du Conseil d'État et la Cour de cassation. Alors à la Cour de cassation, les réactions, du côté des privatistes et de la Cour de cassation, les réactions ont été importantes parce que, comme je l'ai dit, ce contrôle concret fait partie d'un vaste ensemble de réformes de la Cour de cassation. Donc la doctrine privatiste, il faut se mettre à leur place. Ils ont en même temps eu à gérer l'intégration du fait par la Cour de cassation, le contrôle concret, etc. etc. Donc ça fait beaucoup, d'où le titre de Révolution tranquille, de l'article un petit peu fondateur des trois collègues, Jean-Pierre Magréno, Gestaz et Jamin, je crois, si j'oublie, bon, voilà. Pardon si c'est pas eux, mais je crois bien que c'est ça. Donc les privatistes sont globalement un petit peu déboussolés. Pour avoir lu, je crois, la quasi-intégralité de la doctrine privatiste, bon, certains auteurs trouvent ça très bien, cohérent, etc., mais beaucoup d'auteurs sont complètement déboussolés. Et là, il y a un argument de culture juridique qu'il faut amener. La culture juridique de beaucoup de collègues privatistes est majoritairement, j'ai bien dit majoritairement, je ne caricature pas l'excès, elle est légaliste, elle est interniste, et pour certains, elle est souverainiste. Donc évidemment, leur dire que maintenant la loi va s'appliquer dans un cas oui, dans un cas non, et que c'est le juge qui va décider sur le fondement de fait, dans un arrêt de la Cour de cassation, sur le fondement de droit européen, aïe aïe aïe, ça fait beaucoup à la fois. Bon. Alors pour le Conseil d'État, l'évolution sur le plan des principes et de la culture a été moins importante, parce que le Conseil d'État est juge du fait et que les publicistes sont globalement, majoritairement, davantage coutumiers du contrôle de la loi. Mais là où il y a unanimité, à la fois des privatistes, des publicistes et même des magistrats, c'est autour des risques du contrôle concret de conventionnalité des lois. Ces risques sont en gros le risque de déséquilibre des rapports entre le juge et le Parlement, avec l'accusation de gouvernement des juges, évidemment, puisque désormais toute loi peut à tout moment être déclarée inapplicable dans tout litige par tout juge. Bon.
sur le fondement des faits de l'espèce, avec les résurgences de l'accusation de juger en équité, etc. Un risque d'insécurité juridique également, puisqu'on ne sait pas si la loi sera applicable ou pas, et un risque d'inégalité dans la mise en œuvre de la loi, puisque dans un cas, la loi sera applicable et dans d'autres, non. Alors ces critiques expliquent, il me semble, l'attitude du Conseil d'État postérieurement à l'arrêt Gomez-González du 31 mai 2016. Parce que, sauf erreur, pendant 1 an et demi, le Conseil d'État n'a rendu aucun arrêt sur le contrôle concret. Alors moi, des infos que j'ai pu glaner ici ou là, en off, c'est de dire, déjà, certains plaideurs ne connaissent pas l'existence de ce contrôle, ce qui est fort possible, et quand ils l'invoquent, on essaie de contourner l'obstacle, ce qui est hautement probable. Et le premier cas, postérieur à Gomez, alors encore une fois, sous réserve, bon, ça a pu m'échapper, mais j'ai essayé d'être attentif, je crois que globalement la doctrine est attentive à ce genre de cas, donc je pense que ça serait sorti dans les revues. Le premier cas, c'est un arrêt du 28 décembre 2017, et c'est très révélateur, des réticences d'une partie des membres du Conseil d'État par rapport à ce contrôle concret. Parce que les magistrats sont comme nous, ils ont conscience des risques du contrôle concret. Et dans cet arrêt du 28 décembre 2017, relatif à l'anonymat du don de gamètes, le Conseil d'État estime qu'en raison de considérations d'intérêt général très fortes, il n'est pas possible d'opérer un contrôle concret à propos de la loi qui pose le principe de l'anonymat du don de gamètes. J'ai bien dit, il n'est pas possible, parce que le Conseil d'État dit que le grief est inopérant. Ce qui évidemment change tout. Donc, le Conseil d'État crée une zone du droit où le contrôle concret de conventionnalité est inopérant, en raison de la solidité des motifs d'intérêt général à l'origine de l'adoption de la loi. Donc, ce qui crée, pour le Conseil d'État uniquement, un contrôle concret à 2 vitesses, avec une zone où il est invocable et une zone où il n'est pas invocable, mais on n'a que 2 arrêts. Donc évidemment, je dis en préambule qu'il y a une maturation lente de cette jurisprudence. Voilà, pour l'instant, on n'a que 2 arrêts. Ce qui, à mon avis, est certain, c'est que ce contrôle concret à 2 vitesses, et cet arrêt récent, traduit les hésitations du Conseil d'État. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la période qu'a vécu le Conseil d'État entre l'arrêt Jacques Vabre et Nicolo, où en gros, ce qui explique ce maintien de la jurisprudence dite des semoules, à savoir que le Conseil d'État a persisté dans son refus de contrôler la loi, c'est un obstacle culturel. C'est la peur de s'opposer frontalement au législateur. C'est la survivance du mythe légicentriste de la loi parfaite en ce qu'elle exprime la volonté générale, etc. Bon. Donc voilà pour cette perception. Alors, 4e point, sur l'impact à propos des offices juridictionnels. Quelle est l'incidence de ce contrôle concret sur les offices juridictionnels? Alors, il y a beaucoup de questions. Et dans l'article, on a essayé avec Agnès d'essayer de balayer au maximum toutes les questions qui se posent. Et on pense qu'il y a vraiment des belles questions qu'on n'a pas... On a juste effleuré, on a ouvert. Par exemple, sur le relevé d'office, sur l'objet du contrôle, etc. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas vraiment explorées. Alors, je dirais juste un mot à propos du contrôle de conventionnalité de loi sur les normes de référence, pour insister sur le fait que l'ensemble des normes internationales et européennes invocables en justice sont invocables dans le cadre du contrôle concret. Et d'ailleurs, on a exhumé quelques arrêts qui font un contrôle concret fondé soit sur un règlement européen, une directive européenne, la Charte des droits fondamentaux, une convention de l'OIT ou une convention internationale en matière de droits de l'enfant. Bon. Donc on a déjà des exemples de contrôle concret qui sortent du champ CEDH. Même si évidemment, statistiquement, la CEDH, elle est majoritaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire la CEDH, ce n'est pas mon propos. Mais je pense qu'il faut arrêter de penser le contrôle de conventionnalité uniquement par le prisme du CEDH. Je pense qu'il y a une erreur d'analyse. Parce qu'évidemment, l'office du juge n'est pas le même. Voilà. Et là, pronostic, mais qui est personnel, ça je le rajoute, c'est pas dans l'article, mais, ou peut-être que ça y est, je ne sais pas, enfin bon, peu importe. Le pronostic que moi je fais, c'est que les juges de la conventionnalité ont stratégiquement intérêt à exploiter le droit international des droits de l'homme. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est eux l'interprète authentique du droit international des droits de l'homme. Contrairement à la CEDH où évidemment il y a un juge qui va leur délivrer le sens qu'il faut comprendre de la convention. Donc moi si j'étais magistrat, j'aimerais bien avoir un texte où en gros je suis le seul à interpréter en droit interne. Donc il me semble que stratégiquement, à long terme, il devrait y avoir, mais là c'est un pronostic, un développement du droit international des droits de l'homme. Évidemment, il y a des obstacles à
l'expansion du mouvement de concrétisation, puisque le Conseil constitutionnel, en l'état du droit évidemment, n'est pas saisi du litige au fond. Ça c'est évident, il y a quand même un obstacle fort là-dessus. Mais tout de même, le Conseil constitutionnel a, à mon avis, des leviers pour accentuer le mouvement de concrétisation, à supposer qu'il choisisse de le faire. Là, il aura un choix stratégique à opérer. Alors, quelques exemples. Il pourrait tout d'abord demander à ce que l'ensemble des pièces liées au litige principal lui soient communiquées. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un obstacle à cela. Il pourrait également demander, quand c'est nécessaire, des pièces complémentaires sur l'effet, en l'espèce, de la loi. Je sais qu'il le fait déjà, mais il pourrait le faire davantage, et peut-être que ça pourrait être officialisé dans son règlement intérieur. Et puis, on pourrait imaginer, comme en Italie, que le Conseil constitutionnel contraigne davantage le Conseil d'État et la Cour de cassation à motiver leur décision de renvoi, sous peine d'irrecevabilité. Et puis, la motivation pourrait expliciter les considérations factuelles. On pourrait aussi imaginer, ça c'est depuis la QPC, je ne comprends pas cette jurisprudence, on pourrait imaginer que le Conseil constitutionnel revienne sur son refus de connaître d'une QPC qui conteste, enfin qui fondait, pardonnez-moi, sur un autre grief que celui à l'origine de la décision de conformité. Je donne un exemple, la loi est déclarée conforme sur le fondement du droit de propriété. Il me semble qu'un justiciable pourrait valablement dire « Oui, mais moi je considère qu'elle est contraire à la liberté d'entreprendre ». Alors l'argument qu'on nous sort, c'est de dire « Ah oui, mais afflux de requêtes ». Ben non, il y a le caractère sérieux. Donc si la question est sérieuse sur le fondement de la liberté d'entreprendre, on devrait pouvoir réexaminer la loi. Ça n'arrivera pas 100 fois par an, mais il y a là, à mon avis, un équilibre qui serait facile à trouver. Autre levier que le Conseil constitutionnel utilise peu pour l'instant, c'est les renvois et décisions en tant que la loi s'applique à ce cas-là. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est assez peu le cas. Et également, le Conseil pourrait développer les réserves d'interprétation en tant que. La loi est déclarée conforme sous réserve d'interpréter la loi en tant qu'elle ne s'applique pas à ce cas-là, en tant que dans cette situation, il faudrait l'appliquer dans ce cas-là, etc. Donc, à droit constant, évidemment, s'il y a une vaste réforme constitutionnelle, si dans un mois ou deux, il y a une révision constitutionnelle énorme, bon, tout ce que je dis là sera balayé, mais à droit constant, il me semble qu'il y a des leviers. Oui, dernière chose aussi qu'on a envisagé, on pourrait envisager que le Conseil constitutionnel, dans le cadre d'une abrogation différée, pose les principes d'un régime de responsabilité du fait des lois. Je me demande s'il ne pourrait pas le faire. Il fait bien des normes transitoires, il réécrit bien la loi. Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas, écoutez, voilà, sous réserve d'un préjudice, alors je ne suis pas spécialiste de droit de responsabilité administrative, mais sous réserve d'un préjudice anormal et spécial, il est possible, devant une juridiction administrative, pour un justiciable de demander réparation du préjudice né de l'application de la loi. Bon, voilà, je pense qu'elle a un champ qui pourrait être exploité. Alors, maintenant, autre remarque, toujours dans ce quatrième point, de l'impact du contrôle concret sur la coordination des contrôles de conventionnalité des lois et de constitutionnalité des lois. Parce que là, je les ai envisagés séparément, mais maintenant, quelle est l'incidence sur la relation entre ces contrôles? Alors, il y a tout d'abord une configuration qui, à mon avis, va être inévitable. C'est le cas d'une loi déclarée conforme à la Constitution, mais dont la mise en œuvre concrète va engendrer une violation du traité particulière, et donc un contrôle concret de conventionnalité des lois qui démentira quelque peu la décision du Conseil constitutionnel. Tôt ou tard, ça devrait arriver. Alors réciproquement, on s'est amusé à réfléchir avec Agnès comment le Conseil constitutionnel, comment déjà les juges de la QPC, puis le Conseil constitutionnel, pourront traiter le cas des lois qui étaient au cœur des arrêts Gomez-Gonzalez du Conseil d'État sur l'interdiction des inséminations post-mortem et de l'arrêt du 4 décembre 2013 de la Cour de cassation sur l'interdiction du mariage, dans certains cas, article 161 du Code civil. Puisque là, on a un juge qui a dit la loi est globalement abstraitement conforme, alors en l'occurrence à la CEDH, mais dans ce cas particulier, je ne l'applique pas parce qu'il y a une violation des droits et libertés. Demain, s'il y a une QPC contre ces lois, comment on fait? Bon. Alors, il y a plein de solutions possibles. Soit on reste sur un schéma abstrait et on dit non, abstraitement c'est conforme à la CEDH, donc je dis que c'est abstraitement conforme à la Constitution. Soit on dit je renvoie à la QPC en tant que. En tant que dans certains cas, ça peut poser problème. J'ai pas réponse à la question, mais simplement si on fait ce cas pratique, on voit que ça change la relation entre les deux contrôles, ce nouveau contrôle concret.
Il nous semble également que le contrôle concret pourrait changer aussi la notion de changement de circonstances, qui pourrait s'appuyer davantage sur les faits. Bon voilà, il y aurait d'autres impacts, mais je m'en tiens là-dessus. Et puis enfin, dans l'article, on s'est amusé à envisager aussi la nouvelle pédagogie juridictionnelle, parce qu'il nous semble que les juges de la loi devraient être beaucoup plus pédagogiques dans la relation entre leurs contrôles. Alors ça peut passer par une nouvelle motivation, ça peut passer par une utilisation encore plus importante des précédents, et puis on a fait une proposition doctrinale de la règle du précédent équivalent. Alors je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais bon, éventuellement les juges pourraient s'en inspirer. Alors je voudrais garder quelques instants pour parler de l'impact plus global, c'est le 5e et dernier point, l'hypothèse du tournant contextuel. Alors, ça sera en guise de conclusion. Il nous semble que le contrôle concret se situe dans un mouvement plus global qui affecte la nature du procès et la culture juridique française. Alors, l'hypothèse du tournant contextuel, elle inclut deux choses. D'une part, le contrôle contextuel de la loi par les juges et la contextualisation du contrôle de la loi par la doctrine. Alors, un mot sur chacun de ces mouvements. Le contrôle contextuel de la loi, c'est quoi? Ça signifie que les juges de la loi expriment de plus en plus les éléments de contexte à l'origine de leur décision. Soit dans la motivation même de la décision, soit dans les documents qui l'accompagnent. Alors, en pratique, je pense que ces éléments ont toujours été présents dans l'esprit des juges. Mais là, la différence, c'est qu'ils les expriment, ils les explicitent. Donc, soit dans la motivation même, soit dans les documents qui l'accompagnent. Alors, pour fonder cette hypothèse, on renvoie à la motivation enrichie des décisions du Conseil d'État à la Cour de cassation, et quand même du Conseil constitutionnel aussi, depuis mai 2015, la prise en compte des faits généraux et des faits d'espèce, la référence au précédent, qui se banalise, même du côté de la Cour de cassation, les commentaires des décisions du Conseil constitutionnel, les communiqués de presse, les notes explicatives, et parfois même les tweets. Je renvoie, je n'ai pas la référence sous la main, mais le Conseil constitutionnel, dans une décision, pour accompagner une décision, a tweeté suite aux réactions dans la presse de l'une de ces décisions. Donc c'est un tweet interprétatif. Non, en termes de source du droit, je ne sais pas dans quoi le classer. Enfin bon, tweet interprétatif du Conseil constitutionnel dit non, il ne faut pas comprendre ces décisions comme ça. Il avait raison d'ailleurs. En gros, si vous voulez, la perception par la presse de la décision, il était parti de travers. On était sur l'état d'urgence, c'était un peu sensible comme sujet. Donc il dit non, attendez, cette décision, elle dit ça. Bon. Alors, signe d'une emprise inédite, des éléments factuels et plus largement du contexte, le rapport récent de la Cour de cassation de avril 2017 envisage, je ne sais pas s'ils le feront, d'institutionnaliser des études d'impact sur la mise en œuvre de la loi et les conséquences des décisions de la Cour de cassation. Au besoin, en recourant à des expertises externes. Études d'impact par la Cour de cassation. Bon, enfin, je veux dire, voilà. On a franchi plein de niveaux d'un coup, là. Bon. Alors, ceux qui pensent encore que la jurisprudence n'est pas source de droit, là, ceux-là, bon, évidemment, ils sont tout chamboulés. Donc ça, c'est le contrôle contextuel de la loi. Le deuxième volet de ce tournant contextuel, c'est la contextualisation du contrôle de la loi par la doctrine. Il nous semble, là encore, il y a une part intuitive et d'interprétation, que la doctrine, de plus en plus, s'intéresse aux éléments de contexte qui alimentent les décisions des juges. Alors, évidemment, les théoriciens du droit se sont toujours intéressés à ça, je ne le nie pas du tout. Mais la différence, c'est que à Aix, à Montpellier, dans d'autres facultés, là où on réfléchit sur le contrôle de la loi, il y a beaucoup de thèses sur le précédent, les conséquences des décisions, le recours à l'argument de droit comparé, les obiter dictum, la place de l'économie, etc., etc., etc. Et le numérique, récemment. Donc, il nous semble qu'il y a un mouvement doctrinal assez sensible qui s'intéresse de plus en plus aux éléments de contexte. Alors, si ce tournant contextuel se confirme, quelles en seraient les conséquences? Alors, sur le plan épistémologique, c'est la définition même du droit qui est questionnée. Sinon, la place du fait, la fabrique du droit change dans son enveloppe formelle. Une telle démarche implique également
l'ouverture au droit comparé et aux doctrines étrangères afin de comprendre les enjeux et les incidences d'un mouvement qui bouscule les traditions et la culture juridique française, qui traditionnellement est structurée autour du texte, éventuellement autour de la norme, mais surtout autour de la brièveté des décisions, et qui exprimait une forme de conception formelle de la fonction juridictionnelle. Mais également, il y a des conséquences institutionnelles sur l'autorité des juges, parce qu'en se mettant à nu, il y a un risque de perte d'autorité de la part des juges. Alors l'équilibre devra être trouvé entre l'ancien monde où tout se taisait et le nouveau où tout devrait se dire. Mais plus largement, c'est un débat, à mon avis, sur la place et la fonction du juge. Parce que, en concrétisant leur office de juge de la loi, les juges ne sont-ils pas sur le point d'assumer, finalement, ce qu'ils ont probablement toujours été, à savoir un véritable pouvoir. C'est-à-dire, quand on est né à faire des études d'impact sur sa propre jurisprudence, c'est qu'on a conscience d'être une fonction de l'État qui crée du droit, qui n'est pas omnisciente, etc., qui a besoin d'expertise externe, qui a besoin de peser les arguments, etc., comme un gouvernement le ferait. Bon. Avec évidemment des spécificités, mais il y a quand même un rapprochement. Mais en même temps, ce pouvoir ne peut pas s'exercer sans contrainte, il se doit d'être juste, d'être cohérent et d'être le plus explicite possible, afin de pouvoir être évalué et éventuellement critiqué. Et c'est, à notre avis, la question centrale de la motivation qui est essentielle. Parce que si ce tournant doit avoir lieu, ce qui permettra d'arriver à un équilibre, c'est la motivation. Voilà. Si cette motivation est explicite, si elle est précise, si elle est cohérente, si elle explique pourquoi un juge s'écarte de la solution d'un autre juge, là, on aura les prises pour évaluer si c'est une décision plutôt pertinente. A l'inverse, si ça se fait sous la forme de la brièveté, il y aura là quelque chose qui sera incohérent. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce contrôle concret, ses manifestations, son origine et surtout ses incidences. Je vous remercie.